Ce soir, le gouvernement Trudeau ne ferme toujours pas la porte à une contestation de la loi québécoise sur la laïcité, mais préfère laisser le processus déjà enclenché suivre son cours. Le ministre de la Justice, David Lametti, répond à nos questions. Inconduite sexuelle et discrimination dans l'armée. Ottawa et l'État-major présentent finalement des excuses. La victime, Stéphanie Raymond, à l'origine d'un examen externe sur ce phénomène, est avec nous. Et à quoi s'attendre de la mise à jour économique présentée demain par la ministre Chrystia Freeland? L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. L'histoire de l'enseignante d'une école primaire de Chelsea, en Outaouais, qui a été retirée de sa classe pour avoir refusé d'enlever son hijab, comme l'exige la loi québécoise sur la laïcité, continue de faire des vagues à Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau, qui juge cette situation inacceptable, a réitéré aujourd'hui son profond désaccord avec cette loi. Il a cependant expliqué pourquoi son gouvernement refuse pour le moment de joindre la contestation judiciaire en cours. On l'écoute. C'est important dans les premières étapes, dans le travail qui se fait maintenant, de ne pas donner l'excuse d'une bataille entre Ottawa et Québec, mais de souligner que c'est des Québécois eux-mêmes qui sont en désaccord profond avec le fait que quelqu'un puisse perdre sa job à cause de sa religion. Et de ne pas donner l'excuse au gouvernement du Québec que c'est de l'ingérence fédérale, mais de simplement dire non, des Québécois sont en désaccord avec ce principe de faire perdre la job à une jeune femme, une enseignante qui faisait bien sa job, tout simplement à cause de sa religion. La controverse autour de la loi 21 s'est aussi transportée à la Chambre des communes cet après-midi. Le Bloc québécois a déploré les attaques d'Ottawa envers le Québec. La loi sur la laïcité de l'État a été adoptée démocratiquement par l'Assemblée nationale le 16 juin 2019. Ça fait plus de 2 ans. Cette loi s'applique à toutes les Québécoises et à tous les Québécois, ne vise aucune communauté en particulier. Elle ne discrimine personne. Tous au Québec, ils sont assujettis. C'est facile à comprendre, il me semble. Le premier ministre a encore de la misère à comprendre ça. Ma question va être simple. Quand est-ce que ce gouvernement-là va cesser d'attaquer la réputation du Québec ici et à l'étranger? Bravo! L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, notre position a toujours été claire. Personne ne devrait pas perdre son emploi en raison de ses vêtements ou ses convictions religieuses au Canada. Ce que nous voyons à Chelsea, Monsieur le Président, c'est une communauté qui se mobilise pour défendre l'un de ses membres, une enseignante. Et les parents doivent avoir maintenant des discussions très difficiles avec leurs enfants. Les Québécois, Monsieur le Président, défendent leurs droits devant les tribunaux, une partie intégrante de notre démocratie. Et comme on a dit dès le début, nous allons continuer à suivre le processus de près. Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, est justement avec nous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Sur la loi 21 d'abord, on a entendu il y a un instant le premier ministre Trudeau, Ottawa, qui veut d'abord laisser les contestations déjà en branle au Québec suivre leur cours. M. Trudeau a dit qu'il ne veut pas donner l'excuse d'une ingérence fédérale au premier ministre François Legault. Alors, quand votre gouvernement pourrait prendre la décision de joindre une contestation judiciaire contre la loi 21? Bien, évidemment, on suit la situation de près. Il y a des Québécois qui sont en train de contester une loi devant les tribunaux au Québec, et donc c'est très important. Nous avons dit dès le début qu'on n'était pas en accord avec le projet de loi, maintenant la loi, mais c'était une loi promulguée par l'Assemblée nationale, et donc on va suivre le processus devant les tribunaux. M. Trudeau n'a pas écarté la possibilité d'un appel, moi non plus, mais il faut attendre que le processus soit plus éclairé et voilà. Entre-temps, j'aimerais vous entendre sur la pression qui repose sur votre gouvernement. Bon, on sait qu'il y a plusieurs députés aux communes qui ont exprimé leur désaccord avec la loi 21. C'est le cas de vos collègues Mark Miller, qui a parlé la semaine dernière d'une loi qui mène à des actes de lâcheté. Alexandra Mendez a aussi dit que c'est atroce de son côté. Il y a même l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae, qui affirme que la loi 21 du Québec va à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que
Ottawa commence à avoir de plus en plus, je dirais, de pression pour agir, pour contester la loi sur la laïcité du Québec? Non, il y a toujours eu des critiques de la loi. C'est pas nouveau. Donc, ce que Mark Miller ou Bob Rae vient de dire ne sont pas des commentaires nouveaux. On les a entendus dès le début. Il y a plusieurs personnes qui partagent cette opinion. Pour moi, comme procureur général, je suis en train de suivre la situation de près, de voir les arguments qui sont soulevés. Ce qui est intéressant, et où on a dit qu'on avait des préoccupations, c'était sur l'usage préventatif de la clause dérogatoire, l'article 33 de la Charte, parce que justement, ça coupe la discussion publique et ça coupe aussi l'évaluation devant les tribunaux. Et donc, dans une démocratie, c'est très important de poser la question si c'est une bonne chose d'employer un tel article d'une façon préventative quand, justement, ça va nuire le débat public sur un enjeu. Oui, vous dites que vous suivez évidemment donc la situation en tant que procureur général. Sur une note plus personnelle, sur ce qui s'est passé à l'école primaire de Chelsea, cette professeure qui a été réaffectée à d'autres tâches parce qu'elle a refusé, bon, on le sait, d'enlever son hijab. Qu'est-ce que vous, David Lametti, vous pensez du cas de cette professeure qui a été réaffectée à d'autres tâches parce qu'elle porte un voile? Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Évidemment, c'est une situation très triste. On a toujours dit qu'on ne devrait pas perdre son boulot à cause des vêtements qu'on porte ou à cause de ses croyances religieuses ou non religieuses. Et c'est exactement la situation. Donc, on est en train d'entamer des discussions qui sont des fois difficiles. Mais je ne donne jamais mes opinions personnelles parce que je suis le procureur général du Canada et donc je dois garder une certaine réserve. Oui. Le Bloc québécois soutient que la loi 21 répond à la volonté très majoritaire de la population du Québec. Vous êtes un député quand même du Québec. Est-ce que qu'est-ce que vous répondez à cet argument du Bloc québécois et aussi du premier ministre François Legault que cette loi, donc, elle suit la volonté de la population du Québec? Bien, nous sommes tous des Québécois, des Québécoises. Moi j'en suis un. Il y a des opinions diverses sur la question au Québec, partagées par des Québécois. Donc, il n'y a pas une opinion unanime là-dessus. Personne parle d'une façon exclusive pour les Québécois, les Québécoises. Donc, nous avons tous un rôle à jouer. Et pour conclure sur la loi 21, puisque vous dites justement on a tous un rôle à jouer, on sait qu'il va y avoir des élections au Québec à l'automne 2022. Est-ce que votre gouvernement pourrait décider de contester cette loi 21 avant les élections au Québec? Est-ce que c'est dans les plans? Comme j'ai dit, on n'a jamais écarté la possibilité. On est en train de suivre ce que les Québécois et les Québécoises sont en train de faire devant les tribunaux. Et évidemment, nous n'interférons, ne ingérons pas jamais dans les élections québécoises. C'est au peuple québécois de décider sur leur gouvernement à l'Assemblée nationale et j'espère que le contraire soit le cas aussi. Ouais. Dans les autres dossiers qui nous occupent maintenant, sur le projet de loi C5 qui vise à abroger les peines minimales obligatoires pour les infractions liées aux drogues, c'est un projet de loi qui est à l'étude présentement aux communes. Plusieurs voient aussi dans ce projet de loi-là un assouplissement des peines pour certains crimes liés aux armes à feu. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que C5 aura un impact sur les peines minimales reliées aux armes à feu? Dans certains cas, mais il faut toujours souligner que les offenses graves seront toujours punies avec des conséquences graves. Donc, on touche certaines peines minimales pour la possession, on touche certaines peines minimales sur les armes de chasse dans la commission d'une infraction. Mais quand c'est une infraction faite avec une arme de poing, quand c'est une infraction faite avec une arme d'assaut ou par le crime organisé ou pour le trafic, on ne touche pas les peines minimales dans ces cas et les offenses graves seront
toujours punis d'une façon sérieuse. Ouais. Et donc, on ne touche pas les maximums. Et on est en train juste de donner un peu de flexibilité, d'assouplir la loi pour donner à un juge la possibilité de trouver une sentence, une peine qui pourrait mener la personne à la réhabilitation, justement pour protéger la société, pour avoir une société plus sécuritaire. En fait, vous dites dans des assouplissements, donc dans certains cas. Je vous pose la question parce que on sait que votre gouvernement est pressé actuellement, autant par le gouvernement du Québec que par la Ville de Montréal, pour rendre plus sévère, justement, le contrôle des armes à feu. Est-ce que, je dirais, le moment est bien choisi pour présenter ce projet de loi C5 aux communes? Je crois que oui. On a promis dans la plateforme, on avait dans l'ancien Parlement le projet de loi C21 qui justement a augmenté certains maximums pour les armes à feu dans certains cas. On a promis de faire la même chose ce Parlement et on a pris des mesures soit à la frontière, soit pour combattre les gangs de rue et le crime organisé, le trafic, le contrebande des armes à feu. On est en train de faire le tout en concert avec le gouvernement du Québec, avec la Ville de Montréal et avec les provinces à travers le Canada. Donc, on est sérieux, mais les peines minimales, c'est une question différente et on est en train de s'adresser à un problème de racisme systémique où la population noire, la population autochtone est surreprésentée avec les crimes qu'on vise, les offenses qu'on vise dans le projet de loi. Bon, le temps est expiré. On aura peut-être une autre occasion de se parler du projet de loi C3. Merci beaucoup, M. Lametti, de nous avoir fait du temps dans votre horaire chargé pour nous parler aujourd'hui. C'est très apprécié. Alors, au plaisir de vous revoir à la reprise des travaux. Entre-temps, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci, Mme Bégin. À vous aussi. Au revoir. Un moment qui était attendu par plusieurs et depuis longtemps, le gouvernement canadien a finalement présenté des excuses officielles aux victimes d'inconduite sexuelle et de discrimination dans l'armée. La ministre de la Défense, Anita Anand, de même que le chef d'état-major, ont fait cet acte de contrition pour l'échec des forces armées en la matière. En tant que ministre de la Défense nationale, je vous présente mes excuses au nom du gouvernement du Canada. Notre ministère et le gouvernement du Canada devront assumer à jamais. Ces institutions vous ont laissé tomber. Et pour cela, nous sommes désolés. Je suis désolé. Nous n'avons pas accompli le profond travail de transformation nécessaire pour changer notre culture ou pour nous attaquer aux enjeux culturels sous-jacents qui contribuent à l'inconduite sexuelle et aux autres formes de préjudice. Nous avons injustement imposé aux victimes le fardeau de changer les choses. Cela ne devrait pas être à vous de porter ce fardeau. Et sur ce, je retrouve une survivante, Stéphanie Raymond, ancienne caporal-chef des Forces armées canadiennes. Bonsoir, Madame Raymond. Bonsoir. Votre histoire, survenue en 2011, a mis en quelque sorte en lumière le phénomène de l'inconduite sexuelle dans l'armée. 10 ans plus tard, on en arrive finalement donc à des excuses officielles. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que ces excuses, ça signifie pour vous? Ce sont des excuses qui sont très bien accueillies par moi. Ça faisait partie d'une des choses qui était demandée dans le recours collectif, d'avoir des excuses. Pour la majorité des victimes, c'est super important, vraiment. C'est un bon pas vers l'avant. Mais pour moi, les excuses, c'est pas ce qu'il y a de plus important parce que c'est juste des paroles. Puis moi, j'aime mieux les actions. Mais ça veut pas dire que la ministre, elle a pas posé d'action. Là, au contraire, elle commence à poser des actions très concrètes. Ça, je suis vraiment contente, dans le fond, que ça arrive. Vous parlez justement des gestes de la ministre Anand. J'aimerais vous entendre sur votre expérience du système judiciaire dans l'armée. Vous avez rencontré, on le sait, votre lot de problèmes. C'est un jury composé de 5 hommes, des hauts gradés de l'armée, qui avaient acquitté votre agresseur en cour martiale avant qu'il soit finalement trouvé coupable quelques années plus tard dans le système civil. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'instance de la cour martiale pour le traitement des plaintes des victimes d'inconduite sexuelle
dans l'armée? Je crois que les cours martiales, c'est vraiment pas fait pour entendre des causes criminelles tout court, encore moins ou du moins pas plus pour les agressions sexuelles. Ils sont pas habilités à faire ça, puis les règles au niveau de la cour, de la justice sont pas identiques. Dans le fond, ne serait-ce que pour le jury, c'est ce qu'il y a de plus apparent, c'est pas un jury de 12 personnes pris au hasard ou impartial, du moins c'est 5 militaires et doivent avoir un grade plus élevé que l'accusé, puis c'est choisi au hasard par l'armée. Donc, dans ce cas-ci, c'était 5 hommes, puis les 2 substituts étaient 2 hommes aussi. Il n'y avait même pas de femmes, même dans les 7. Oui. Ben, justement, un des premiers gestes de la nouvelle ministre de la Défense, Mme Anand, ça a été d'annoncer le mois dernier qu'elle allait transférer les enquêtes et les poursuites relatives aux cas d'inconduite sexuelle au système civil. Est-ce que vous pensez que c'est la solution, c'est une bonne solution? C'est une bonne solution. Moi, c'est vraiment ce que j'espère depuis 10 ans. C'était mon cheval de bataille, honnêtement, parce que je suis sortie des forces. Tout ça, je vois pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des forces, mais moi, c'était que ça n'a pas d'affaire dans les tribunaux militaires, et c'est pire, en fait, parce que c'est pas étanche. La justice militaire, puis avec la chaîne de commandement de l'accusé et de la victime, il y a des bris de confidentialité, puis il y a des ingérences, ce qui va, du moins, pas se produire quand ça va être au civil. Ça n'empêchera pas les représailles, par contre, mais ça va être, on pourra pas taire des plaintes parce que on veut pas ternir l'image des forces. Ben, c'est la justice, le DPCP, il s'en fout de l'image des forces, lui. Oui, c'est ça. Donc, vous pensez que le système de la justice civile fonctionne mieux pour les victimes que celui de la cour martiale, finalement. C'est ce que vous nous dites. Oui. Mm-hmm. Oui. Depuis que vous avez raconté votre histoire dans les médias, mais surtout depuis la dernière année, on a assisté à toute une flopée de dénonciations dans l'armée qui ont eu, comme on le sait, la tête de plusieurs hauts dirigeants, des hauts gradés. Avec ces excuses aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'on assiste actuellement, enfin, à un changement de culture dans l'armée canadienne? Oui, je pense qu'on assiste à un début de changement de culture parce que la culture, ça change avec des décennies ou du moins au minimum une génération. Puis ça va avec les générations qui sont en place dans l'armée. Avec les années, ça va changer de plus en plus. Puis je trouve que la culture du silence est en train de se briser, ou en tout cas, c'est le signe, c'est l'image que ça renvoie. Les gens, ils parlent. Puis des fois, ça sort dans les médias présentement qu'un haut gradé est accusé, mais en fait, c'est qu'il l'était dans plusieurs des cas avant même qu'il soit nominé. C'est pas comme des dénonciations qui sortent comme ça quand la personne est nominée, c'est des choses qui existaient avant. Mais je crois vraiment qu'on est sur le bon chemin et que ça peut pas reculer. Rendu où est-ce que nous en sommes présentement, ça pourra pas reculer, puis ça va juste pouvoir s'améliorer. Ouais. Mais il va falloir encore travailler. Oui, c'est ça. Mais le fait que vous ayez eu le courage de dénoncer, finalement, vous y voyez aujourd'hui des impacts positifs. Oui, c'est sûr. Je pourrais jamais regretter d'avoir fait cette bataille-là, même s'il n'y aurait jamais eu de condamnation au niveau de mon agresseur. Je savais trop que ça l'avait fait avancer les choses, fait que je pouvais pas regretter, même si la fin pour moi était pas positive. Là, dans ce cas-ci, ça l'est. Je suis vraiment contente a posteriori de regarder tout ce que la bataille que j'ai menée malgré moi durant les 10 dernières années a donné. En terminant, Mme Raymond, on le sait, les Forces armées canadiennes ont de sérieux problèmes de recrutement. On s'en doute, les scandales sexuels dans les forces ne font rien pour arranger les choses, ne font rien finalement pour encourager les gens à joindre le rang des forces. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour attirer plus de femmes dans les Forces armées canadiennes, selon vous? C'est une très bonne question. Je crois que c'est quand la population va avoir l'impression que le droit des femmes est respecté, parce que honnêtement, avec ce que j'ai constaté puis ce que j'ai vécu, j'ai l'impression qu'on est un citoyen de second rang. Si on est une femme, nos droits sont pas importants. C'est comme si on désignait nos droits humains quand on rentrait dans l'armée et qu'on donnait son corps à l'institution ou au gouvernement fédéral. Quand ça va faire longtemps qu'on n'a pas entendu de scandale sexuel sortir, je pense que ça va aider. Mais c'est dur à dire. Honnêtement, j'aurais de la misère à répondre à cette question-là.
Mais en fait, vous avez quand même fait beaucoup pour faire avancer les choses quand même. Stéphanie Raymond, ancienne caporal-chef des Forces armées canadiennes, merci beaucoup de votre témoignage ce soir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Et je poursuis avec nos analystes Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Esther. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces excuses du gouvernement et de l'armée canadienne pour les cas d'inconduite sexuelle dans l'armée? Geneviève d'abord. Ben, je pense que les excuses étaient dues. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on fait les excuses là, puis ce qui est important, ben on va attendre. J'aurais aimé ça de voir les excuses après faire des changements de fond au sein de l'armée, comme par exemple avoir un comité de civils qui étudie ces allégations de harcèlement sexuel. Donc, encore des excuses, mais c'est pas suffisant. Daniel? Oui, je suis d'accord, mais c'est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore pas mal de pas à faire avant de régler la situation. Et c'est ce qui est vraiment important, c'est de régler la situation. Donc, les excuses, c'est une étape parmi d'autres, mais c'est pas la plus importante. Autre nouvelle, aujourd'hui à Ottawa, le gouvernement a réservé 40 milliards pour indemniser les enfants autochtones victimes de sous-financement dans les communautés. Geneviève, l'annonce de ce 40 milliards, ça doit être fait demain dans la présentation de l'énoncé économique de la ministre Chrystia Freeland, en fait la confirmation des 40 milliards. Est-ce que le gouvernement Trudeau veut finalement mettre ce dossier-là derrière lui? Ben, c'est ce qu'il avait dit en campagne électorale, puis je pense que le ministre des Affaires autochtones l'a aussi répété aujourd'hui. Et c'est une grosse épine au pied du gouvernement libéral. On comprend pas trop pourquoi ils veulent contester cette décision-là. Enfin, il y a peut-être des fondements juridiques, mais à un moment donné, il faut mettre ces aspects légaux de côté, puis vraiment aller au fond des choses. Et donc, c'était dû. Je crois comprendre que la négociation se poursuit, mais qu'on met déjà l'argent de côté. Donc, c'est très certainement une bonne nouvelle, mais ça fait très longtemps qu'on attend ça, donc il était temps, je vous dirais. Oui. Daniel, à part ces 40 milliards pour les enfants autochtones, vous vous attendez à quoi, vous, de l'énoncé économique de la ministre Freeland demain? Ah ben écoutez, probablement on va savoir là, où on en est pour ce qui est du déficit, de la situation fiscale du gouvernement fédéral. Il peut y avoir aussi d'autres des annonces. Il peut y avoir des surprises. Pour ce qui est du 40 milliards, par exemple, il faut dire qu'il n'y a pas encore d'accord final. Hein. Il va falloir attendre jusqu'au 31 janvier pour voir. Donc, je pense que même Mark Miller, aujourd'hui, le ministre responsable, a dit qu'il fallait être prudent, qu'il était optimiste, mais de façon prudente. Et donc, c'est pas encore fini, ce dossier-là. Pour ce qui est de l'énoncé économique, je pense que il va y avoir des chiffres qui pourraient aider un peu le gouvernement si le déficit est moins élevé que prévu, mais on va voir demain. On va avoir des surprises. Plus de détails demain, on verra s'il y a des surprises. Entre-temps, je veux vous entendre évidemment sur la controverse qui entoure la loi 21 sur la laïcité du Québec et l'histoire de l'enseignante de l'école primaire de Chelsea qui a été affectée à d'autres tâches parce qu'elle a refusé d'enlever son voile. Geneviève, le premier ministre Trudeau ne veut pas donner à François Legault d'excuses pour l'excuse en fait d'une ingérence fédérale. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration de M. Trudeau aujourd'hui? À mon avis, ça tient pas beaucoup la route, puis ça va être la ligne officielle du Parti libéral là, pour essayer de calmer le jeu parce qu'ils veulent surtout pas mécontenter une bonne partie de la population parce que quand même la loi 21 est populaire au Canada. Mais je verrais difficilement comment un gouvernement fédéral pourrait ne pas vouloir intervenir dans une cause aussi importante qui touche la cause nonobstant et la Charte des droits de la personne. Et donc, le gouvernement fédéral n'aura pas le choix que d'intervenir dans cette cause-là. Mais évidemment, on essaye de pas trop le faire, pas trop faire des vagues. On sent que le gouvernement se sent encore un gouvernement minoritaire, là, ce qui est le cas, et donc on est très prudent. Est-ce que ça va satisfaire les Canadiens anglais? Je ne pense pas. Et donc, c'est un peu un pari que le gouvernement fait, mais oui, comme je disais, ça va être inévitable que le fédéral va devoir s'impliquer dans cette cause-là. Oui, Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Ottawa, tôt ou tard, n'aura pas le choix, comme le dit Geneviève, de joindre sa voix plutôt à la contestation de la loi 21? Ben, écoutez, si ça va jusqu'à la Cour suprême, ils n'auront pas le choix d'intervenir dans le cas d'une façon ou d'une autre. Dans le dossier d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est important, je pense, à Ottawa en ce moment, c'est que il y a des députés libéraux et aussi des députés conservateurs qui sont très critiques envers la loi 21 et qui aimeraient ça qu'Ottawa intervienne. On l'a vu, c'est intéressant de voir des députés conservateurs qui contredisent la position d'Erin O'Toole à ce sujet-là. Ouais. Et des députés libéraux, je pense, qui aimeraient ça que Justin Trudeau en fasse plus dans le dossier.
Je parle de députés, évidemment, qui sont pas du Québec. Hein. Là, il y a quand même 2 solitudes à ce niveau-là. Et donc, ça va être intéressant de voir ces tensions-là qui pourraient augmenter au sein du caucus conservateur, mais aussi du caucus libéral au sujet de la loi 21. Oui, il y a aussi l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae, qui a mis son grain de sel récemment, là, au cours des dernières heures. Autre dossier, maintenant, Ottawa s'est maintenant entendu avec le Nouveau-Brunswick pour l'implantation d'un système de garderie abordable. Il reste juste finalement à s'entendre avec l'Ontario, qui va être en élection au mois de juin prochain, dans plus ou moins 6 mois. Geneviève, qu'est-ce qui explique qu'Ottawa ne réussit pas à s'entendre avec Doug Ford? Alors, c'est une bonne question. Puis, je pense qu'il y a un rapport de force qui est en train de jouer parce que l'avantage dans ce dossier-là est au gouvernement fédéral. C'est M. Ford qui s'en va en élection l'an prochain. C'est lui qui va devoir expliquer aux électeurs pourquoi il y a une entente ou il n'y en a pas sur les garderies. C'est quelque chose qui est très demandé par la population ontarienne. Mais en même temps, M. Ford va aller chercher plus d'argent. Il se dit, moi, 5 ans, c'est pas assez. Je veux que ça soit plus long, le financement fédéral. Puis il voudrait aussi avoir plus d'argent pour les 5 prochaines années. Donc, c'est vraiment un jeu qui joue dans les négociations. Mais à mon avis, M. Ford n'aura pas le choix que de plier parce qu'il ne pourra pas aller en élection sans cette entente-là. Ça va être très dommageable pour lui. Oui, ça serait difficile pour lui. Hein. Daniel, sur une autre nouvelle maintenant, c'est la dernière semaine des travaux aux communes. Ça aura été en fait un court début de session, 4 semaines uniquement. Est-ce que ça va avoir été un début de session productif pour les libéraux, selon vous? Ben, écoutez, ça a commencé, avec je pense, quelques événements importants ou par exemple la ratification, l'adoption de la loi sur les fameuses thérapies de conversion, oui. Mais ça a été aussi, en fait, les libéraux, je pense, avaient tendu un piège un peu aux conservateurs, et puis les conservateurs ne sont pas tombés dans le piège, et donc se sont ralliés, et ça a été adopté très rapidement, de façon consensuelle. Donc, je pense que là, c'est plutôt les conservateurs qui ont remporté la manche à ce niveau-là. Mais ce n'est qu'une manche. Il en reste d'autres. Donc, c'est un peu tôt pour parler vraiment de l'évolution de la session parlementaire, comment ça va se dérouler, surtout là, ce qu'on va voir à partir de janvier. Donc, le ton est quand même clair. Les arguments de l'opposition contre le gouvernement, les arguments du gouvernement sont déjà quand même bien connus. Et on va voir demain aussi, je pense, l'énoncé budgétaire de demain. C'est très important à 16h. Donc, les gens vont regarder ça. Moi, je vais être rivé sur mon téléviseur pour savoir ce qui se passe parce que ça va être quand même un sujet important de débat, je pense, et que ça va donner un peu le ton sur ce qui va se passer donc après les fêtes. Bon, Geneviève, il nous reste quelques secondes. Le mot de la fin là-dessus. Ben, on a parlé des conservateurs, on a parlé des libéraux, mais on n'a pas parlé des autres partis d'opposition. Je pense que c'est le NPD qui est le grand perdant jusqu'à présent dans cette session parlementaire. Daniel a tout à fait raison, là, c'est juste le début. Puis je pense que demain, ça va peut-être changer au retour des fêtes aussi. Mais on n'a pas entendu beaucoup parler du NPD. Puis moi, si j'étais Jacques Plétine, ça m'inquiéterait un petit peu. On aura l'occasion justement de s'en reparler au retour des fêtes. Alors Geneviève et Daniel, joyeuses fêtes à vous. On va se retrouver donc à la fin du mois de janvier. Merci pour vos lumières, toujours intéressant. Merci. Joyeuses fêtes. Au revoir. Un mot en terminant pour vous dire que CEPAC vous prépare demain une couverture spéciale à l'occasion de la mise à jour économique de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. À l'essentiel, nous serons en compagnie d'experts et de journalistes pour vous présenter une analyse complète de cet exercice qui va mettre la table au prochain budget du gouvernement Trudeau. Alors d'ici là, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.